vous apprêtez à écouter Connaissez-vous, le balado où l'on discute de handicap visuel. Et voici Martin Chouinard. Bonjour et bienvenue à Connaissez-vous. Bonjour à tous et à toutes. Bonne semaine. On est déjà rendu presque à la fin du mois de janvier. Il reste quelques jours. Le mois de janvier progresse, comme on dit. Moi, c'est dans les mois que je trouve qu'ils passent moins vite. Mais au final, depuis qu'on se rencontre à chaque semaine, ça passe quand même plus vite. Alors, on va voir le côté des choses. Parce qu'après janvier vient février. Ça fait que février, on y est court, mais on ne sait jamais ce qu'il nous réserve. Moi, en tout cas, je vous réserve 4 émissions en février. Vous allez voir, 4, 11, 18, 25 février. Soyez au rendez-vous. Moi, je sais déjà qui va être là. Je ne vous le dis pas, c'est une surprise. Mais vous allez voir qu'on va passer par toute une gamme j'allais dire d'émotions, c'est sûr. C'est toujours une émotion de rencontrer une nouvelle personne. Mais je pense que les 4 invités mis ensemble vont nous amener dans plein de directions. Et je pense que c'est ça qui est intéressant quand on a une vue d'ensemble du projet, dans son entièreté, mais de semaine en semaine, de mois en mois. Alors voilà. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler de la Fondation INCA parce que je trouve que depuis quelque temps, cette fondation-là regorge de toutes sortes d'activités. Et je voulais savoir parmi vous, c'est une question que je vous lance comme ça, puis je vais vous donner ensuite mon avis. Est-ce que vous avez déjà demandé les webinaires qui sont proposés de temps en temps? Bien, moi, la dernière fois, à ce jour qu'il y en a eu de présentés, je les ai demandés. Il y en avait 4. Il y en avait un sur Safari. Il y en avait un aussi sur CIE. Il y en avait un sur une bibliothèque de prêt numérique. Et le dernier, c'était sur la messagerie du iPhone. Et j'ai été vraiment extrêmement surpris, non seulement par la qualité de la production de ces webinaires-là, mais aussi c'est fait de façon très concrète. On entend la personne qui utilise son iPhone, qui utilise VoiceOver, qui dit des fois je me suis trompé, on recommence, qui va vraiment faire comme nous quand on le fait, parce que c'est pas toujours si évident que ça, malgré le fait que c'est accessible, que ça nous parle. On n'est pas dans le déni, on n'est pas dans l'incertitude puis dans le néant total, là, sans vouloir faire de jeu de mots plates sur le handicap visuel. Bref, il y a plein de choses qui se passent à Fondation INCA et il y a, pour rester dans l'accessibilité des téléphones et des applications, une loterie qui a été lancée récemment pour justement ramasser des sous pour des formations parce que on comprend que le téléphone intelligent et ses applications, c'est rendu quelque chose qui est difficile de se passer quand on ne voit pas. C'est quelque chose qui nous offre tellement d'opportunités, qui nous permet tellement d'être plus autonome et de fonctionner sans toujours devoir se fier sur quelqu'un d'autre. Bon, il faut se fier sur notre téléphone, mais il y a tellement de voyants qui en ont des téléphones puis qui se servent de ces applications-là que je ne vois pas pourquoi que nous, en tant que non-voyants, on ne pourrait pas faire la même chose. Donc, Fondation INCA est à la recherche de financement pour ça. Alors, ils ont lancé une loterie. Donc, on achète des billets. Il y a 1200 billets seulement de disponibles au coût de 20 $. Là, le petit problème que j'ai réalisé avant de commencer à vous en parler, c'est que là, moi, je suis abonné à l'infolettre
de Fondation INCA. Je vous invite d'ailleurs à vous abonner, vous aussi, à l'infolette. Vous allez comme ça rien manquer. Là, dans l'infolette, c'est sûr que ça nous dit de cliquer sur le lien pour acheter des billets, mais je suis pas mal sûr que si vous communiquez avec Fondation INCA, ils vont pouvoir vous aider. Le numéro, bien sûr, 514-934-4622. Et là, on achète un billet au montant de 20 $ et il y a 8 prix. Me semble que c'est 8. En tout cas, il y a pour 8 000 $ de prix. Je vais pas tous vous les énumérer, mais il y a de très beaux prix. Il y a un billet d'avion pour 2 personnes. Il y a des montants en argent. Il y a des certificats cadeaux de métro. Il y a un certificat cadeau pour les chaussures Rubino. En tout cas, il y a beaucoup, beaucoup de prix. Et on sait que c'est pour une bonne cause. Hein? C'est pour la formation des téléphones intelligents pour les personnes non-voyantes. Et comme il y a 1200 billets, ça donne quand même une pas pire chance de rattraper un lot, un prix. Et le tirage va se faire le 14 février. Et ça, c'est au Québec. Hein? C'est pas partout là, dans le Canada. C'est vraiment au Québec. Et vous allez pouvoir, si vous gagnez, là, récupérer votre prix au siège social de Montréal, de Fondation INCA. Alors, j'espère que je l'ai dit là, un petit peu de mémoire, que je n'ai pas fait de bévue, là, mais je vous invite à vous tenir au courant de ce que fait Fondation INCA parce que ça va dans tous les sens, ça va pour tous les groupes d'âge, ça va pour tous les types aussi, que ce soit pour les personnes qui vivent seules, que ce soit pour les personnes qui ont envie de bouger un peu plus ou qui veulent justement apprendre des technologies un peu plus dans le confort de leur foyer. Et mon invitée d'aujourd'hui, elle, sans vouloir faire de lien là, directement, mais elle a su cogner aux portes pour justement se trouver un emploi et même pour faire financer son poste de travail, son salaire, comme on pourrait dire. Et vous allez voir, c'est une dame qui fonce, c'est une dame toujours à la recherche de choses pour se tenir occupée, se tenir active et pour contribuer au monde des non-voyants. Cette semaine, on s'entretient avec Lynn Paré. Je suis content parce qu'encore une fois, aujourd'hui, je vais découvrir une personne, une dame très gentille qui a accepté de participer au projet et je suis sûr que certains d'entre vous, vous la connaissez, mais ceux qui ne la connaissent pas, vous allez la découvrir en même temps que moi. Elle s'appelle Lynn Paré. Tout d'abord, bonjour Lynn. Bonjour. Et merci, comme je le disais, d'accepter de participer au projet parce que c'est grâce à des gens comme toi qui acceptent de se prêter au jeu qu'on peut avoir un éventail de personnes aussi diversifiées sur le projet Connaissez-vous. Alors, je propose qu'on commence un peu, comme je le fais à chaque semaine, par le début peut-être, de nous dire un peu à quelle époque tu es né et à quel endroit. Je suis née à Sainte-Anne-de-Beaupré. OK. Oui. Et moi, je suis née en 59. Ah, d'accord. Oui. Et je suis d'une famille... je suis fille unique. Oh, OK. Oui. Et je suis la seule là, qui a eu un problème visuel là, dans la famille. OK. Donc, on comprend que aussi le handicap visuel était déjà là à la naissance ou très, très jeune? Disons que je suis née, oui, je suis née avec un syndrome de Rieger. Ah!
R-I-E-G-E-R. Celui-là, je pense que c'est la première fois que je l'entends. Oui, ben c'est assez rare. Et ce syndrome-là, sa particularité, c'est qu'on développe une panoplie de problèmes visuels et un glaucome est prévisible à l'âge adulte. OK. Mais tout dépend comment on est atteint aussi, parce que il y a des gens qui peuvent avoir des problèmes cardiaques, avoir un retard là, de développement, là, pas marcher, pas parler, avoir une déficience intellectuelle. OK, c'est que ça peut toucher bien d'autres choses, là, bien d'autres. Oh, oui. Moi, j'ai été touchée au niveau visuel et un petit peu plus tard, on a découvert que j'avais juste un rein. Ah oui, OK. Oui, mais à la naissance, on voyait qu'il se passait quelque chose, mais incapable de l'identifier. Mm-hmm. Donc, à bas âge, j'ai été suivie par un ophtalmologiste, déjà là, à l'âge d'un an et demi. Mais je voyais. Je voyais comme un voyant. OK. Autant que ça, là. Mm-hmm. Et j'ai continué comme ça, puis quand j'ai arrivé l'âge scolaire, je voyais pas au tableau. Mais c'était pas considéré comme un handicap visuel, parce qu'il y a beaucoup d'enfants là, qui ont de la misère avec le tableau. Puis moi, je voyais pas ça, mais j'étais capable de suivre. Et c'est avec les années, en troisième année, quatrième année, il a commencé à se former des cataractes, déjà. Et à l'âge de 10 ans, est arrivé un glaucome qui est arrivé beaucoup plus tôt d'une façon précoce. Ah oui. Ah oui, ça a vraiment surpris tout le monde parce que moi, je me suis couchée un soir, je voyais. Et le lendemain, je voyais plus. Aïe, OK. Ah oui, ça a été là d'une façon drastique comme ça. C'est ça, ça a été virulent, là. Ah oui. Et c'est là que j'ai commencé là mon périple d'hospitalisation parce qu'il a fallu opérer. Quand on a pu identifier, on a opéré pour un glaucome. On a enlevé les cataractes. Mais je réagissais pas à la médication. OK. Donc, mon glaucome, il était tout le temps, la haute tension oculaire montait et montait. Donc, moi, souvent, c'était du 30, 40, 50. Quand la normale est entre 6 et 18, c'était trop. C'est ça, le glaucome n'était pas contrôlé, puis ça baissait pas. Non, on avait de la misère à le contrôler parce que j'ai une cornée très irrégulière. Ah, en plus? Avec une tendance d'être sèche. Elle est épaisse à des endroits et trop mince à d'autres endroits. Donc, ça compliquait beaucoup là, les traitements. C'est ça, c'est difficile d'avoir un traitement conventionnel étant donné que la cornée est aussi irrégulière. Oui, parce que souvent, les médicaments contre le glaucome, ça assèche la cornée. Ou si on donne de la cortisone pour la cornée, en gouttes ou en onguent, c'est la pression de l'œil qui monte. Fait qu'on est toujours comme pris dans une espèce de spirale. C'est ça. Trouver la bonne combinaison, c'est difficile. Donc, moi, il fallait agir. Et là, on a commencé à opérer. Des 3-4 fois par année. C'est beaucoup de désagréments, ça, là, pour une jeune fille comme ça. Puis, en plus d'avoir perdu la vue très subitement, là, ça a dû être quand même un choc assez grand. Ah, c'était assez intense. Et chaque fois qu'on opérait pour un glaucome, mon champ visuel, lui,
il rétrécissait. Parce que ce qui est perdu... Ne revient pas. Non, c'est irréversible. Ça ne revient pas. Que ça rétrécissait. Puis là, aussi, mais c'est sûr que commence à avoir un petit peu plus de misère à lire, commence un petit peu plus à avoir de misère à suivre à l'école. La confiance est pas la même. Je vois pas, je vois plus embrouillé, moins embrouillé. Donc, je pouvais pas me fier jour après jour sur cette vision-là. Donc, t'as beaucoup de stress par rapport à ça. Et oui, on essaye quand même de continuer. On essaye de... Oui. Moi, à partir de la 4e, 5e, 6e année, tout ça, j'ai jamais terminé mes années scolaires. Il fallait opérer, puis j'étais en convalescence. Donc, c'est ma mère qui me faisait l'école à la maison. OK. Oui. Puis appuyer des professeurs. Mais rendu au secondaire 1, après le secondaire 1, là, c'était trop compliqué. Il fallait que je passe au mode, là, drive, vraiment, là, pour pouvoir continuer mes études. Donc, c'est là que j'ai été référée là, en réadaptation, puis pour une école aussi spécialisée pour apprendre le braille et poursuivre. Mais ça a été difficile, cette transition-là. Mais j'étais toujours aux prises avec mes opérations puis mes nombreuses convalescences. Ben ça, déjà ça, en partant, c'est pas facilitant pour quoi que ce soit, là. C'est comme toujours hospitalisé, puis opéré, oui. puis là, les yeux, c'est assez... faut rester tranquille après ça, là. Faut pas trop se... Oui. Dans mon histoire, je compte 55 hospitalisations. Ah, tabarouette, OK. Ah oui, j'avais pas le temps d'y vivre, là. Je subissais. C'est ça, hein? C'est comme une après l'autre, et puis... Oui, et c'était un bout de temps à l'hôpital, un bout de temps en convalescence. Là, on est mieux. Un autre bout de temps à l'école. Oh, ça va pas. On retourne à l'hôpital, on retourne en convalescence, on retourne à l'école. Alors, c'était tout le temps comme ça. Est-ce que malgré tout, est-ce que tu, comme au début de l'école, est-ce que t'as-tu pu quand même aimer ça, l'école? Est-ce que tu... Oui. Oui? Oui. Puis je réussissais bien aussi, malgré tout ça. Ben, c'est le côté un petit peu encourageant de la chose, là, c'est que... Oui. Mais c'est sûr, là, j'ai passé d'un stade de voyant, en demi-voyant, avec une perception lumineuse. J'ai perdu l'œil droit à l'âge de 15 ans. Dans toute cette aventure-là, l'œil droit a été enlevé 3 ans plus tard. OK. Pour y mettre une prothèse. Mm-hmm. Et là, les hospitalisations continuaient. Mais ça m'a pris au moins, quand j'ai arrêté le secondaire 1, après secondaire 1, avant de me retrouver à l'école Saint-Vincent, à Québec. C'était une école là, qui était dédiée pour les enfants handicapés visuels, autant à l'élémentaire qu'au secondaire. Ça m'a pris 2 ans. OK. Parce que je voulais pas y aller. Ouais, c'était difficile d'accepter tout ça. Oui, et moi, j'avais connu, on dit toujours aller à l'école normale, mais j'avais été à l'école de mon quartier, avec des classes de 30-35 étudiants. J'avais connu la polyvalente. Donc, me retrouver dans ce genre de milieu-là, que je connaissais pas, qui me semblait être à part, qui me semblait être... Ben, différent, là, très... Oui. Ça m'intéressait moins. Et je devais aller, évidemment, partir de chez moi pour aller à l'école à Charlesbourg. Donc, il y avait l'éloignement.
Ça, j'avais jamais connu ça non plus. Quand tu vois moins, t'es éloigné, et j'avais peu d'habilité non plus, là, en mobilité, puis tout ça. Ça fait peur. Ça faisait beaucoup de choses, là. Ça faisait beaucoup de choses à apprivoiser puis à dire... Oui. ouais. Mais je suis quand même arrivée dans un temps où l'année ensuite, c'était l'intégration à la polyvalente de Charlebourg au niveau secondaire. OK. Les non-voyants. Donc là, moi, je me retrouvais un petit peu dans un milieu connu. Parce que que tu avais vu avant, là, quand même. Oui, je connaissais le fonctionnement d'une polyvalente, comment me retrouver d'une grande école. Donc, ça m'a beaucoup comme réconcilié, si on veut dire. Ça m'a beaucoup plu. Ça a été un peu la partie la plus intéressante qu'on peut dire, parce que là, tu étais quand même un peu plus outillé avec ce qu'on t'avait appris. Oui, c'est ça. Là, j'étais capable de lire et d'écrire en braille. Donc, je pouvais poursuivre. Puis, j'avais des cours avec d'autres jeunes avec des handicaps visuels, mais aussi des cours intégrés avec des voyants. C'est ça, il y avait un mélange des deux, là. Puis, il y avait, oui. Donc, ça a été une très belle période pour moi. Mais évidemment, là, ça n'a pas été toujours facile parce qu'encore là, je manquais de l'école. C'est ça, les interventions se sont poursuivies. Là, ça ne s'est pas arrêté pour autant. Oui, non, ça commençait à diminuer, mais moi, chaque été, là, je passais les étés au CHUL. J'étais opérée, puis j'étais en convalescence, c'est que c'était comme, le CHUL était comme devenu là, ma colonie de vacances. Ouais. C'était ça. Faut le voir comme ça, mais on s'entend que c'est plate. Oui. Ah oui. Et évidemment, à travers tout ça, est arrivé l'épisode du rein, quand j'avais 17 ans. Ouais. Qui était causé, ça, on le savait même. On ne savait pas que j'avais juste un rein. C'est quand même spécial. C'est un médicament que je prenais pour faire baisser la pression de l'œil, qu'on appelait Diamox, en comprimé, et que ça a des effets secondaires, avec des infections urinaires ou des problèmes comme ça. Moi, ce que ça a donné, j'ai tiré le bon numéro, j'ai eu un calcul rénal qui était à l'entrée du rein gauche. Et là a commencé des problèmes de santé. On ne savait pas c'était quoi. Mais quand je suis arrivée d'urgence à l'hôpital, ben là, quand ils ont compris qu'est-ce qui se passait, je n'avais pour 6 heures à vivre. Aïe. Oh! Oui. Donc, on va tenter une dialyse. On ne sait pas si ça va fonctionner. Si ça fonctionne, tant mieux. Mais on va être obligé de faire de la dialyse après ça pendant 2-3 fois par semaine jusqu'à temps qu'il y ait une greffe de rein. Ou si ça ne fonctionne pas, ben ça ne fonctionnera pas. Mais donc, on donne 6 heures, 7 heures, 8 heures, puis ça sera fini. Ben là, c'est incroyablement dramatique et court, là, comme délai. Tu sais, on entend des fois des 6 mois, là, mais là, 6 heures. Mais ça a fonctionné. Et une chance? Et ça a fonctionné plus qu'ils pensaient. Parce que j'ai eu ma dialyse en soirée, puis au début de la nuit, on dit, bon, mais là, il y a un calcul rénal, il est placé là, on n'a pas besoin d'aller le chercher tout de suite, mais t'auras pas besoin non plus de dialyse par après. Que l'intervention a été annulée et on a juste enlevé la pierre au rein quelques jours plus tard. Et là, tu as toujours comme fonctionné avec seulement qu'un rein. Oui, et c'est là qu'ils ont découvert que, le rein droit ne fonctionne pas. OK.
Et à force des années, c'est drôle à dire, il s'est atrophié et il est disparu. Le corps l'a comme éliminé? Oui, oui. C'est parce qu'il n'a jamais été enlevé, il ne m'a jamais causé de problème non plus, mais il s'est atrophié. Ah, c'est spécial quand même, hein? Le corps humain, ce que ça peut, ce que ça peut faire. Oui. C'est sûr que j'ai toujours été suivie par la suite en néphrologie, mais jamais avec d'autres épisodes là, comme celle-là. OK. Bon. Et sans médicaments, rien. Ben, oui. C'est ça, parce que le corps peut vivre avec un rein. Hein? On en a, on en a la preuve. Oui. Ah oui. Oui. Et là, tu as quand même réussi à terminer tes études avec plus d'années ou plus de temps? J'ai fait un cours en informatique et j'ai fait aussi un cours en secrétariat, les deux. OK. Parce que c'était ça que tu voulais faire dans la vie? C'était comme le secrétariat m'intéressait. L'informatique, c'est quelque chose qu'on avait proposé à des non-voyants. C'était la première fois là, qu'on proposait ça. Mais c'était quand même assez récent, l'informatique, là, dans ce temps-là. C'était pas ce qu'on connaît aujourd'hui. Et moi, quand on me l'a proposé, j'ai eu comme un espèce de coup de foudre. Ah oui, c'est ça. Oui. Et de voir ce que ça pouvait tout offrir comme possibilité, puis... Puis je trouvais que les deux combinés ensemble, ça me donnait beaucoup plus de possibilités aussi. Et ces deux cours-là, tu disais l'informatique, c'était aux non-voyants, ou c'était une formation? Oui. À la Polyvalente de Charlebourg. OK. C'était un professeur d'informatique qui enseignait aux voyants, mais on a lancé l'idée, pourquoi pas que les non-voyants pourraient aussi devenir apprendre opérateur en informatique, la programmation et tout ça. Ah, la programmation même? Oui, et ça a fonctionné. On était 2 étudiants au début. OK. Et ensuite, d'autres se sont intéressés aussi, là. Mais c'est vraiment les 2 premiers, là, à la Polyvalente de Charlebourg, là, qui... Vous avez été comme les 2 piliers, là, puis suite à ça, il y en a d'autres qui ont compris que ça se faisait, puis que ça pouvait être intéressant, puis qui se sont joints, eux autres aussi, mais tu étais dans les premières, là. Oui. Et moi, comme il m'arrive toujours des choses qui n'arrivent pas aux autres, c'est que quand je suis sortie de l'école, 1 an après, moi, j'avais 2 ophtalmologistes qui me suivaient, et celui qui était spécialisé en maladie de cornée. Il dit, Lynn, je pense qu'on pourrait, si j'irais gratter ta cornée, là, puis enlever là, tous les résidus qui ont été laissés par les cataractes et tout ça, et ça pourrait peut-être éclaircir ta vision. On ne sait pas qu'est-ce que ça va... Mais il dit, ça vaut à peine d'essayer. OK. Ah oui, on essaie. Et mon Dieu, après l'intervention, quand il a enlevé mon pansement, je voyais le médecin. Ah, OK. Ah oui, je l'ai vu clairement. Ce que tu ne voyais pas avant, là. J'avais été comme une dizaine d'années sans voir. Sans rien voir. Oui. Mais aussi clairement que ça... C'est un peu comme, je vois ça comme un retour un peu d'ascenseur. Hein? Tu t'étais couché un soir en voyant, le lendemain tu ne voyais plus. Là, après la chirurgie... Oui. Vraiment, là, l'inverse. Ça aussi, ça a fonctionné beaucoup plus qu'on pensait. C'est plus rare qu'on entend parler des situations inverses. Hein? Oui. Et moi, j'étais redevenue voyante. OK. Dans ma tête, j'étais redevenue voyante. Alors, j'avais plus besoin de braille. Mais ce qu'il faut expliquer aux gens, c'est que, tu sais, bon, c'est ça, hein. On retrouve
le peu de vision qu'on peut avoir est important, là. C'est énorme. Oui, mais j'étais quand même quelqu'un qui avait juste un œil. C'est ça, ben oui. Avec un champ visuel de 11 degrés. C'est Donc, ça. il y avait quand même une limitation. Mais moi, dans ma tête, j'étais voyante. Donc, j'avais plus besoin de réadaptation. J'avais plus besoin de service. Et je me souviens, je voyais, là, pour reprendre un livre en imprimé courant, puis me mettre à lire tout de suite comme ça. OK. Là, oui, c'était comme... Et je voyais les couleurs, les yeux des gens. Il y a quelqu'un d'assis sur la galerie d'en face. La télévision, je me souviens d'avoir regardé la télévision, là, comment je trouvais ça merveilleux. Ça faisait 10-12 ans que je n'avais pas vu la télévision. Ça a été comme une redécouverte là, de tout ce que... Oui. Regarder des photos, regarder des choses comme ça. J'avais téléphoné, dans le temps, c'était Centre Louis Hébert, pour leur dire, je vois. Ben, ça se peut pas. Je vous le dis, je vois. Je suis capable de lire. C'est ça qui m'ont donné un rendez-vous et eux aussi ont été surpris. C'est sûr. Parce qu'ils ne m'avaient pas connu comme ça. Mais c'était difficile de me faire comprendre que j'avais encore un problème visuel et qu'il fallait que je bénéficie de cette vision-là, mais que je continue là, les apprentissages que j'avais. C'est ça, tu en avais gagné, mais oui. Tu avais encore besoin d'adaptation puis de soutien visuel. Alors là, j'ai essayé toutes sortes de choses. J'ai fait du théâtre, j'ai fait du mime, j'ai dû aller à la natation, j'ai fait beaucoup de choses. Je devrais aller au travail, dans le fond. Je devrais aller travailler. Et ça a été un petit peu plus long. Mais il fallait commencer par le commencement. On dit, si tu vas travailler, il faut que tu sois capable de te rendre toute seule. Il faut que tu sois capable. Première étape. De faire comme ça. Donc, j'ai suivi un cours en mobilité et on s'est aperçu que, ça c'était drôle par exemple, qu'au niveau du braille, je l'avais perdu. Oh! À ce point-là? Ah oui, quand on m'a évalué pour savoir où tu en es, l'intervenant m'avait passé un cahier pour lire. Puis je faisais la lecture, puis le lendemain, il me passait le cahier de la lecture. Puis après 5 jours, il dit, je sais pas, Lynn, il dit, en tout cas, je sais pas si tu as beaucoup d'imagination ou si tu t'en rends compte, mais il dit, je t'ai passé exactement le même article les 5 jours d'affilée, puis tu me racontais 5 histoires différentes. Fait que je pense que on va être obligé de recommencer. Ah. Que j'ai recommencé à étudier le braille comme au tout début. Vraiment comme si tu recommençais de zéro. Oui. Et à partir de ça, je me suis promis que je vois plus ou moins. Je ne referai pas 2 fois le même erreur. Ben, que ce que tu avais acquis pouvait quand même être utile. Oui. Et évidemment, après, je suis allée à l'INCO où il y avait quelqu'un là pour en main-d'œuvre. Ah oui. L'agent de main-d'œuvre. Et j'ai dit, je veux travailler. Mais c'était difficile un petit peu. Là, aller où? Puis à un moment donné, le regroupement des aveugles à Québec, je cherchais quelqu'un
pour faire du secrétariat, mais aussi pour répondre à la clientèle, avoir une personne permanente là, OK. au bureau, que je reçois un téléphone, puis l'agent me dit, Lynn, la personne qui est avant toi quitte, puis on peut pas renouveler son contrat. Est-ce que tu le prends ou pas? Si tu le prends, c'est correct. Si tu le prends pas, je ferme le téléphone, puis je m'appelle d'autres parce qu'il y en a beaucoup là, qui veulent travailler, puis que je peux. Alors, j'ai dit oui. Et c'était le commencement là de mon entrée là, au niveau du travail. Dans le milieu du travail, puis avec un poste, dans le fond, qui t'a été proposé, t'as pas eu beaucoup de temps pour réfléchir, mais bon. Ah non, parce que quand j'ai... Non, j'ai pas eu le temps pour réfléchir. Je savais même pas dans quoi est-ce que je m'embarquais. je connaissais même pas le regroupement des avocats. J'étais pas membre non plus. OK. Eux autres, ils t'avaient vraiment recruté par le service de main-d'œuvre de l'INCA? Oui. Et puis comme je voyais un peu plus, ben, tu as quand même un bon potentiel, là. Ben, c'est des atouts quand même de... Oui, parce que je pouvais autant communiquer avec la clientèle au niveau du braille, au niveau là, de la télévisionneuse, puis les futurs ordinaires. C'est ça, ben oui. Oui, et que c'était un avantage. Et je suis arrivée là, j'ai été 1 an pour continuer encore sur un autre programme un peu au regroupement. Et là, je suis sortie de là. Mais ça s'est bien passé? Ça a été... Oui, très bien. Ah oui, j'aimais ça. Je travaillais à Québec, mais je restais toujours à Sainte-Anne-de-Beaupré, donc je voyageais. Oh, quand même, hein? Mm-hmm. Et j'adorais ça. OK. J'adorais ça. Et à un moment donné, quand que mes contrats ont été finis au regroupement, je me suis dit, bon, mais je vais aller travailler au CLSC à Sainte-Anne. CLSC ouvrait, et je suis allée là. Et je suis rentrée, mais j'ai été 6 semaines parce que c'était trop exigeant comme travail pour moi. T'étais-tu comme à réceptionniste là aussi ou au secrétariat? Oui. Et j'étais surtout refaire des textes, copier des choses pour la clientèle, les gens qui comme il y avait du diabète, des choses comme ça, leur copier des recettes, des choses, refaire des cartables d'adresse. J'ai fait un peu de tout, mais j'utilisais énormément mon œil. Puis là, c'était beaucoup, là. C'était... Et là, c'était trop. Lire toute la journée, puis... Oui. Donc, j'ai décidé par fatigue oculaire, je suis partie après 6 mois, mais je suis retournée voir le directeur du CLSC pour dire, bon, j'étais quand même fière de mon coup parce que j'ai été la première stagiaire et en plus une stagiaire qui a un handicap visuel. Donc, j'ai dit, ils m'ont ouvert la porte. Donc, oui, ils t'ont pris, puis tu as pu le faire. Oui. Puis c'est toi qui as décidé de quitter aussi. C'est pas eux qui t'ont... Oui. Et je trouvais aussi pour l'intégration des personnes handicapées visuelles que c'était aussi une bonne chose, là. Un bel avancé, là. Oui, mais je me dis peut-être qu'il y en arrivera une deuxième, puis moi, c'est juste à cause, au niveau, c'était trop exigeant visuellement, mais quelqu'un d'autre pourrait aussi faire l'affaire de donner la chance à d'autres aussi handicapés de s'intégrer dans ce milieu. Et je suis retournée le voir pour lui dire, c'est un monsieur important, il est directeur d'un CLSC, et juste pour qu'il me dise, aide-moi à où je pourrais aller travailler. Parce qu'il y a toujours, les milieux sont petits, il y a toujours quelqu'un qui connaît quelqu'un.
OK, qui Donc, qui t'aiguille un peu sur des Oui, possibilités un de... petit peu pour m'orienter. Mhm. Et il m'a dit, ben, d'où tu viens, moi j'y retournerai. Parce que c'est là que tu as des assises. Que je suis retournée au regroupement des aveugles, mais sur des programmes au niveau du gouvernement fédéral. OK. Mais à l'époque, le regroupement des aveugles il était locataire de ce qu'on appelait François Charon dans le temps. Donc, François Charon. OK. Et le centre Louis Hébert, diffusion visuelle, était déménagé au centre François Charon, l'LJ, qui sont toujours là, oui, qui était locataire. Et là, je me disais, comment ça se fait que centre Louis Hébert, un centre où on offre des services à une clientèle non-voyante, qu'on est incapable de communiquer dans leurs médias, en braille avec eux, parce qu'il n'y a personne. Ah ah! Mhm. Ça n'a quasiment pas de bon sens. Ils n'ont pas d'autres ressources. Alors là, j'allais voir mes amis en réadaptation, parce que moi, j'ai toujours été cliente. Moi quand Centre Hébert a ouvert, moi, je suis arrivée comme client. OK. Donc, j'allais voir les intervenants. Je leur disais, ben oui, c'est vrai qu'on en avait besoin parce qu'il y avait quand même déjà des personnes avec des handicaps visuels qui travaillaient là. OK. Et même pour nous, Mhm. on en aurait besoin. Qu'est-ce qu'il faut faire? Ben là, on va porter ton CV, puis commence. Là, je suis allée porter mon CV. À me proposer. Tu sais, ben là, faire de la transcription braille. À tous les semaines. Pendant 9 mois de temps. Que t'es allé ou que tu t'es manifesté? Oui, j'y allais ou je téléphonais. Il y a des fois, il y a des semaines, je me disais, hey, je commençais à être gênée. C'est vrai, je commençais à être gênée, puis je me disais, ben, si je le fais pas, quelqu'un d'autre va le faire. Parce que du monde intelligent, il y en a partout. C'est Ils ça. peuvent avoir la même idée que moi. Oui, puis il fallait être persévérant, ben oui. Oui. Fait que je téléphonais jusqu'au jour où j'ai parlé à quelqu'un du conseil de direction et je lui ai dit, je trouvais que c'était une bonne idée. Ben, si vous trouvez que c'est une bonne idée, mais c'est quoi votre réel problème? C'est ça. Pourquoi vous le faites pas? Ben, même à cette époque-là, c'était on n'a pas l'argent. Ah ah. Mhm. Ah, OK. J'ai dit, si je te trouve l'argent, est-ce que tu me reçois en entrevue? Est-ce que tu écoutes ce que j'ai à te proposer? Bon, si tu es capable de faire ça. Oh oui. OK. Fait que je suis partie le lendemain, je suis allée à Travail Québec sans rendez-vous. Et je suis sortie de là avec une subvention. Hey, quand même, hein? C'est pas aujourd'hui Oui. que ça arriverait, ça, là. Oui. Et le lendemain, je téléphone au centre Weber. J'ai dit, bon, mais je vais avoir un rendez-vous parce que l'argent, je l'ai dans les mains. Ah oui? Ah, OK. Fait que je suis allée et j'ai proposé mon projet, faire de la transcription braille au centre Weber. Et ça a commencé comme ça? Ça a comme... Et dans le fond, lendemain... t'as créé ton lendemain, propre poste avec Oui. la subvention? Oui. Elle dit, le lendemain, elle dit, je vais t'appeler pour savoir si... Et le lendemain, j'ai eu un téléphone qui me disait, oui, on te prend pour 6 mois. OK. OK. Mais moi, je me disais, 6 mois? Hey, un coup rentré, là... Je ressors plus. Ben, c'est ça, ils se débarrasseront pas de moi de même, tout ça. Aussi facile. Fait que je suis arrivée là
en janvier 91. Oui. Je suis arrivée parce que j'étais engagée à l'automne 90, mais là, il faut avoir un endroit. Oui, il faut faire toute la mise en place, là. Ben oui. Fait que là, c'est sûr que c'était beaucoup plus cette préparation-là. Et moi aussi, me préparer, réviser mon brève, réviser mes affaires. Et je suis arrivée là, j'étais prête. Et 6 mois après, ben, on va renouveler 6 mois. Et après 6 mois, ben, tu peux avoir une prolongation de 6 mois. Et après 1 an et demi, ils se sont aperçus que c'est vrai, hein, on avait besoin. Oui, ils ont vu la nécessité de... Oui. Fait que là, mais j'ai pas eu tout de suite un poste. Je travaillais pour Louis Hébert, mais c'était la fondation du Centre Louis Hébert qui assumait, là, au point de vue le financier, mon salaire, tout ça. OK. Oui. Parce que il y a des jours qui étaient certains qui avaient besoin, puis il y a des jours qui étaient moins certains. Ce que l'argent peut faire dire, hein, des fois. Oui. Ah oui, c'est que ça a été des années là où j'ai continué, puis j'écrivais tout ce que je faisais pour prouver là, que oui, mon poste a sa raison d'être. Et ce qui a été un petit peu ma planche de salut dans le temps, c'est quand on a fusionné. OK. Quand le Centre Louis Hébert a fusionné avec 3 autres centres de réadaptation, qu'on est devenu l'Institut de réadaptation en déficience visuelle, en déficience physique, IRDPQ. Mm-hmm. Fait que là, j'ai eu mon accréditation syndicale, mais je n'avais pas encore mon poste. Uh-huh. Il n'était pas sûr. Fait que ça a duré jusqu'à... J'ai eu mon poste à l'hiver 1999. Quand même, hein? Faut être patient. Oui, j'ai eu mon poste et quand j'étais sur des projets de développement d'emploi, je travaillais 5 jours, mais là, ils m'ont coupé 2 jours. OK. Là, j'ai été coupée 2 jours parce qu'il fallait faire des restrictions budgétaires, tout ça. Ils ont dit, ça va être facile à avoir 2 jours plus tard. Je ne l'ai jamais eu. Je l'ai jamais eu, par exemple. Ah. Mais ça fait rien, j'avais quand même une sécurité d'emploi. Oui, ce qui est quand même pas rien. J'avais un travail que j'aimais, dans un milieu que j'aimais aussi, avec les gens. Les gens avec qui là, je voulais travailler. Là. C'est comme si j'avais été fait aussi sur mesure pour ce travail-là. Ah. Et ça, c'est loin d'être tout le monde qui peut se vanter de ça, là. Oui. Donc, mon cours de secrétariat d'informatique m'a servi. Ben oui. Parce que moi, quand j'ai commencé à faire de la transcription braille, j'étais à la dactylo braille. Ça, les gens oublient ça, là, des fois. Parce que oui. Mon patron, moi, je travaille pour une compagnie de transcription braille à Longueuil, puis mon patron aussi a commencé avec la dactylo, là. Oui. Ça, quand on se trompe, là... Il faut recommencer la page. Oui. Ah oui, ça c'est quelque chose. Et après, on a tombé avec... il y a eu le Versabraille. Oui, ça aussi, j'ai connu ça. Oui. Bon, on travaillait avec ça. Et après, on a tombé avec l'ordinateur, mais c'était... Oh mon Dieu, c'était Word Perfect dans le temps, puis DOS. Oui. Là, on recule loin. Ben, ça a progressé, hein, la technologie, là. Oui. Donc, moi, j'ai tout subi, là, ces changements-là, ces améliorations. Et j'ai été formée, là, par un de mes collègues. Et il y a des... Ben, c'est ça, là, il y a Gérard Cécile qui est venu m'aider, de point par point. Oui, justement. Hein? Oui, Gérard qui est venu
pour finaliser ma formation. Et il y a eu aussi Pierre Ferland. Ah ben oui. De l'INLB, Pierre aussi qui est venu. Donc, pour faire le bout qu'on ne pouvait pas faire à Québec. Donc, ils sont venus sur place. Ça que tu as été bien épaulé, là, bien... Oui, j'étais bien... c'était bien encadré, puis ça a toujours été facile aussi. Et on a continué comme ça jusqu'en 2015. OK. Où est arrivé le CIUS. Oui. Et moi, j'ai écopé là-dedans. Ah, ça c'est plate, par exemple. Ouais. Monsieur Barrette, là, on a coupé mon poste à cette époque-là. Carrément. Oui. J'ai su, là, fin avril 2015, dans un mois, tu pars définitivement. Oh. Il n'y aura plus de transcription braille ici. De toute façon, on n'en a pas besoin. Bon, OK. Il y a quelqu'un qui venait de décider ça, là. Oui. Et depuis ce temps-là, je ne suis pas retournée au travail. OK. Parce que là, c'est que ce qui était difficile pour moi, c'était, je pouvais pas aller tasser quelqu'un d'autre avec un titre de technicienne en braille. J'étais la seule. C'est ça, hein? Ça court pas les rues, là. Et j'avais pas d'autres diplômes. Si je n'avais eu un autre, j'aurais pu, mais je n'avais pas un autre. Mais à un moment donné, j'ai eu un regret, mais je me suis dit, mon Méline, avec tout ce que tu as eu, les problèmes de santé, tout ça, tu as fait de ton mieux. C'est vrai. C'est ça qu'il faut se dire. Fait que je pouvais pas. Puis prendre un autre poste à l'intérieur, c'était, puis le modifier, c'était compliqué parce que il y a toujours une question de syndicat. Uh-huh. C'est comme si j'allais voler une job d'un autre. Qu'ils ont dit, à moins, mais si on t'offre un travail de transcription braille ailleurs dans la province, si tu dis non, on va couper ton salaire parce que moi, j'ai une sécurité de travail. Et c'est eux qui ont coupé mon poste. Uh-huh. Donc, ils me paient quand même. Est-ce qu'ils t'ont offert quelque chose ailleurs? M'offrir quelque chose. Non, mais il fallait que je fasse attention, m'offrir quelque chose ailleurs. Parce que si l'IRDPQ m'avait offert quelque chose, puis je dis oui, en sachant que peut-être que je suis même pas capable de remplir toutes les exigences. Et là, ils me disent, ils pouvaient me dire de m'en aller. Oui, t'aurais pu être... Mais je perdais mon salaire. C'est ça, t'aurais pu être oui. Perdante, là. Mm-hmm. Mais tu peux aller travailler n'importe où ailleurs, sauf la fonction publique. Mais c'est que quand on ne voit pas, c'est difficile d'aller travailler à beaucoup de places, là, comme, je sais pas, moi, chez McDonald's, là, ça a peut-être été un petit peu compliqué pour moi. C'est ça, il y a beaucoup de places qu'on met un X dessus en partant, là. Mais oui. Et là, et même mon emploi, en tout cas, on m'a exigé, là, de faire un genre de qu'est-ce que tu peux faire d'autre? Ouais. Puis à la fin, mais ça, c'est trop compliqué pour toi, ça, c'est trop compliqué pour toi, puis ça, c'est trop compliqué pour toi. Et quand un employeur qui te dit, si on la met dans un autre poste, dis-moi pas qu'on va être obligé d'adapter un poste de travail encore, on l'a déjà fait. Mais oui. Puis on se cachera pas que handicapé visuel, ça peut demander quand même pas mal d'adaptation. Oui. C'est pas le handicap le plus facile à caser, non. comme on dit, hein? Non. Et moi,
c'était pas prévu dans mon histoire là, de laisser le travail là, à ce moment-là. Ben non, effectivement. Qu'est-ce qu'on fait après? Comment qu'on... Ah, mon Dieu, là, je suis... ça a été difficile parce que c'est là que je me suis rendu compte qu'on se définit beaucoup par son travail. Ben oui. Puis tant qu'on a un travail, ben ça va bien. Oui. Oui. Et comment que le travail peut régler toute notre vie. L'heure à laquelle on mange, l'heure à laquelle on fait ci, on fait ça, on fait ça. Ben oui, qu'on se couche, qu'on se lève, puis... Ben oui. Ben oui. C'est vrai quand on y pense, là. Puis, oui, puis on a toujours tendance à dire je suis technicien d'embrayage, je suis secrétaire, je suis... Oui, mais ça, là, c'est ce qui te permet de vivre technicien d'embrayage, ce qui te permet de... Mais t'es plus que ça. Mais qui tu es? J'avais l'impression que je me connaissais pas. Et je m'étais trop identifiée à mon travail. Mm-hmm. Et je vivais dans ma vie une période difficile parce que j'ai été pendant 7 ans et demi une aidante naturelle. OK. Pour ma mère, avec une maladie d'Alzheimer. Donc moi, tout m'est retombé sur les épaules. Je suis toute seule. Je peux pas avoir de l'aide d'un frère et d'une sœur. Ben non, enfant unique. Non, oui, c'est ça. Et ma mère est décédée en 2014. Et je comptais un petit peu sur mon travail pour relancer ma vie, parce que c'est le seul milieu qui avait pas bougé pendant toutes ces années-là, qui avait été solide. Ouais. Puis malgré que j'ai aidé beaucoup à ma mère, que j'étais là, puis je me suis occupée de tous les dossiers inimaginables, ben les intervenants, mes collègues de travail, m'ont énormément aidé pendant cette période-là. OK. À passer à travers ça. Et c'était aussi une question d'équilibre aussi, aller à l'école, aller au travail. Mm-hmm. C'est ça, parce que c'est une sécurité, c'est une routine dans laquelle on se sent bien, habituellement. Et j'avais besoin de voir du monde et de parler de d'autres choses. Mm-hmm. Parce que je vivais avec ma mère, là. C'est ça, qui vivait des choses pas faciles. Et quand que le soir, elle me demande 42 fois, à quelle heure qu'on va en mise demain? À quelle heure? Ah, au niveau mental, au niveau, ça devient très lourd. Oui, c'est pas facile. Donc, le travail, ça m'aidait là, à me rééquilibrer un peu. Mm-hmm. Donc, ça a été difficile parce que tout est arrivé, il y a plein de deuil qui est arrivé en même temps. Mm-hmm. Parce que la maladie de ma mère, c'était deuil après deuil. Et j'étais une aidante qui avait besoin d'aidants aussi. Uh-huh. Et j'avais une tante qui restait avec nous, mais qui était aussi avec la même maladie que ma mère. Là, elle l'a suivie. Oh là là. 2 ans après. Donc, quand ma mère est partie de la maison, j'avais ma tante qui était là. Puis, qu'est-ce qui se passe? Elle est partie 2 ans après elle. Mais c'était aussi des préoccupations, de l'inquiétude aussi, parce qu'elle avait une tendance à jouer dans l'électricité, des affaires comme ça. Oh! Fait qu'il fallait que je vois à notre sécurité aussi. C'est de la surveillance, là. Oui. Constante. Oui. Et je travaillais, j'étais pas toujours là. Fait que j'avais moi à m'occuper, aller à l'hébergement. Ben là, on dirait que je recommençais un petit peu la même chose qu'au début de ma vie. Un peu au travail. J'allais à l'hébergement.
venait voir chez nous qu'est-ce qui se passait. On retourne au travail, il faut aller faire des commissions, on retourne à l'hébergement. C'est que ça a été comme ça là, pendant 7 ans et demi. C'est ça, hein? Ça a dû être quand même beaucoup de haut et de bas, de montagnes russes un peu, hein? Oui, mais j'ai appris énormément là, pendant ces 7 ans et demi-là. C'est ça, on apprend de ces choses-là, de ces épreuves-là. Oui, on apprend qui sont les personnes qui nous entourent. Est-ce qu'on peut vraiment compter sur eux? J'ai appris ça. Mm-hmm. Et j'ai appris aussi, je me dis, il faut se retrouver en 1000 morceaux pour savoir de quoi est-ce qu'on est fait et de quoi est-ce qu'on est capable. Et après, qu'est-ce que tu as fait pour t'occuper, pour te retrouver un peu dans avec ta personnalité? Je voulais retourner sur le marché du travail. Mm-hmm. J'étais allée dans des centres là, pour comment on appelle, il y a des agents là, pour mais quand on est assis devant quelqu'un puis on nous dit t'es capable de travailler, toi? Ben, j'ai dit oui. Le nombre d'années que j'ai travaillé, c'est quasiment 30 ans. Mais c'est difficile parce que ils ont besoin qu'on leur prouve des choses. Ils ont besoin. Et il y a des choses que j'ai pas voulu faire, là. Mais ça, j'ai laissé faire là, pour le marché du travail. Peut-être que je ne sais pas si quelqu'un m'offrirait quelque chose. C'est ce que j'ai du temps et j'irai peut-être là, 2 jours, 3 jours. Mm-hmm. C'est sûr. Mais j'ai été une longue période là, à ne pas savoir quoi faire. OK. Ah oui, ça, c'était long. C'était long. Ou de temps en temps à retourner à l'Institut et j'avais de la misère à réaliser que comment ça se fait que je suis dans le passage et que je devrais être assis là en train de travailler. Ouais, c'était pas évident non, de s'imaginer ailleurs qu'en train de travailler. Non. Alors, évidemment, avec une période intense comme ça, ben, j'ai eu des petits problèmes de santé. Puis que j'ai dit, ben, je vais m'occuper de moi. Je me suis occupée de moi. J'ai appris à m'occuper de moi. Et c'est une autre chose qui n'est pas si facile, ça. Non. J'avais une maison à m'occuper. Ça aussi, là, j'ai dû apprendre. Mm-hmm. Parce que j'ai pas vraiment le physique de l'emploi. C'est mon but. Ben, c'est plus compliqué, mettons, là. Eh oui. Quand il y a un dégât d'eau au sous-sol, il faut réagir, il faut faire quelque chose. Ben oui, tout de suite. J'ai appris des choses que je savais même pas. Comment qu'on coupe l'eau d'une maison. Ah, ça peut être utile. Puis, avoir quelqu'un pour déblayer pour la neige, avoir quelqu'un aussi, s'occuper de bien des choses. Tout l'entretien, toutes les réparations, que ce soit mineur ou plus majeur. Oui. Puis, trouver un locataire, parce que une grosse maison, avec un loyer, donc quand ma tante est partie, tout refaire le loyer, puis trouver un locataire. Oh, ça c'est quelque chose. Que ça a été toutes des Oui, qui ne se fait choses. pas en claquant des doigts, là. Non.
Et puis, est-ce que tu t'es impliqué dans des associations? Est-ce que tu... Non, non. Non? Non, je me suis pas impliquée dans ça. J'ai quand même une ouverture, quand même, là, pour ça. Mhm. Mais c'est comme si je savais pas quoi faire. C'est drôle à dire, là. T'as pas encore trouvé vraiment ta... Non. Mais je sais que j'ai une utilité. Je sais que j'ai encore à donner. Ça, Ben je oui. le sais. Mhm. Oui. Puis évidemment, quand est arrivée la pandémie, donc je me suis... j'ai fait un peu comme tout le monde. Je me suis confinée. Ben oui, on n'a pas eu le choix. Non, mais au niveau visuel, c'est pas évident. Mais aussi, il faut que je pense que j'ai juste un rein. Donc, il fallait pas que je me mette à risque. C'est ça, hein? Faut pas... Il fallait encore plus Non. minimiser les chances de... Non, parce que j'ai quand même eu une belle vie, même avec un rein. Ça va bien. Mais attraper la COVID, là, moi, ça serait pas très long, là. Non, c'est ça. Hein? Ben, tous les virus, Non. là, j'imagine que c'est à Oui, éviter. oui, je suis plus vulnérable à ce niveau-là. Donc, j'ai été encore Mais- doublement Ouais, prudent. confinée. Mhm. Oui. Oui, disons que je n'ai mis un petit peu plus qu'on m'en demandait de faire, je pense. Ouais, ce qui facilitait pas, j'imagine, là, le côté social, là, qui était pas mal absent chez tout le monde, là. Oui. Toi Oui. puis moi, on s'est contactés par les réseaux sociaux, par Facebook. Est-ce Oui. que c'est quelque chose que t'aimes, ça, continuer à faire de l'informatique? Oui. Mhm. Ça, c'est... Puis, quand j'ai été plus active à la période où ma mère était malade, puis après, surtout quand j'ai été perdu mon emploi, là, ça m'a aidé à garder le contact. Oui. Mhm. Oui, avec les... Ouais. Avec les autres, avec les amis, avec l'entourage, puis tout ça. Oui. Mhm. Oui. Ça m'a aidé à garder le contact avec eux. Et écouter certaines entrevues de Connaissez-vous aussi. Oui aussi. Oui. Découvrir des gens et redécouvrir des gens qu'on connaît. Parce que c'est ça, on apprend quand même des choses très importantes aujourd'hui. Hein? Bien savoir se définir, se connaître en tant que personne, hein? et ce, pas juste par rapport à notre travail. Hein? On est plus qu'un travail. Et s'il n'y a plus de travail, bien, on continue quand même d'exister, on continue d'être bien en vie. Hein? Ça fait que ça, c'est quelque chose d'important, hein? De s'occuper de soi aussi, je pense. Hein? Que il y a beaucoup de gens qui oublient ça. C'est que les années que j'ai travaillé, j'avais aussi de la sensibilisation à la déficience visuelle. OK. On recevait des étudiants d'études une fois par mois. OK. C'est une équipe multidisciplinaire. Puis on leur faisait connaître le milieu de la déficience visuelle. L'importance de référer des gens. Puis moi, j'intervenais surtout, là, c'est bien de voir des spécialistes qui racontent qu'est-ce qu'une personne va chercher comme service. Mais moi, c'était beaucoup plus par rapport à mon vécu. C'est ça. Est-ce que les gens vivent eux-mêmes en tant qu'individus là, dans toutes les sphères de leur vie? Là? Oui. Et aussi, comme j'ai été très souvent à l'hôpital, donc je venais toucher leur milieu à eux, leur milieu de travail. Donc, comment on ne peut pas tout savoir, on ne peut pas tout enseigner non plus dans le seul avant-midi.
mais juste savoir comment aborder une personne non-voyante. Ça fait toute la différence, là, quand on est Oui, bien, oui, bien oui. abordé. Et déjà, l'importance de dire, bon, mais on existe, la déficience visuelle, si médicalement, vous ne pouvez pas faire quelque chose, vous pouvez les référer ici et les encourager à venir pour améliorer leur qualité de vie. Oui, et on sait que les améliorations, c'est toujours quelque chose Oui. qui peut être très... Oui, oui. ça peut avoir une grosse différence, un gros impact. Et pour faire le lien avec tantôt, je leur disais, vous savez, une personne handicapée visuelle, là, c'est des hommes et des femmes. Il n'y a pas une troisième sorte d'humain sur la Terre. Effectivement. Donc, on vit la même chose. Bon, j'ai bien vécu la maladie d'Alzheimer avec ma mère, mais il y en a tant de gens aussi qui vivent ça. On a les mêmes contraintes, puis les mêmes règles, les mêmes lois que Les tout le mêmes monde. sentiments, les mêmes Oui, émotions. oui. Et quand on dit on s'intéresse pas à quelque chose, c'est pas toujours parce qu'on ne voit pas, parce qu'on a des goûts et des intérêts différents. Ben, comme les gens à l'école, hein, on voit, hein, il peut y avoir une classe avec 30 personnes, avec toutes des intérêts différents. Puis, Ouais, que, ne serait-ce que retenir juste ça et des référés. Donc, c'était déjà un plus parce que moi, j'ai eu la chance d'être référée par des ophtalmologistes qui connaissaient déjà le milieu et qui m'ont encouragée à y aller. Donc, d'être abordé convenablement puis d'être bien référé, ça peut faire toute une différence. Oui, et ma mère, sa marraine a perdu la vue à l'âge de 40 ans. Donc, c'était déjà une personne qui était dans ce milieu-là, puis qui avait vu 40 ans de sa vie, et les 30 dernières années de sa vie, elle était complètement dans le noir. Ça a été les deux extrêmes, là. Ça a été les deux... Oui. Mm-hmm. Que ça ressemblait un petit peu à mon histoire d'une fille qui a vu, puis qui a moins vu, puis qui a revu. Donc, elle connaissait... ça a été un pilier, là. Elle était capable de nous orienter. Mon point de vue aussi, moralement, là, c'était quelqu'un d'important pour la famille. Mm-hmm. Oui. Écoute, je pense que on a fait un beau tour d'horizon ensemble, toi puis moi, aujourd'hui, Lynn. Oui. On a passé des messages très importants, comme je le disais. Ça part de soi-même, je pense. Hein? Puis comme je le disais, on a tendance à l'oublier. Puis comme on disait aussi, si quelqu'un pouvait t'offrir quelque chose, un poste, un travail, puis continuer un petit peu professionnellement, c'est quelque chose que tu aimerais aussi? Oui. Oui, ça. Ben, j'ai toujours été quelqu'un qui aimait relever les défis. Donc, puis je pense qu'avec le bagage que j'ai, ben, il me semble qu'il peut être utile à quelqu'un. Et ce que je retiens aussi, c'est que tu as foncé, hein, t'as cogné à des portes, tu as persévéré, t'as créé ton poste. Mm-hmm. Oui. C'est pas tout le monde qui a comme ce leadership-là, puis qui a la force de caractère, non seulement d'aller frapper à des portes, mais d'aller refrapper, d'aller demander des subventions. Tu sais, tout ça, là, c'est... Puis passer par-dessus... bon, il y avait de la gêne. J'étais gênée d'y aller. Voyons, je retourne encore cette semaine. Je te laisse me passer. Voyons, j'ai passé
par-dessus ce trait de caractère-là que, bon, si je vais pas, d'autres vont y aller. Ben, vas-y, ça me donnait la tape nécessaire, là, pour dire, bon, OK. C'est ça, d'autres auraient pu y aller, puis toi, tu te serais ramassé avec rien, tandis que là, ben, ça a marché. Oui. Puis je me souviens dans le temps, je le disais pas à personne, j'étais 9 mois sans en parler, 9-10 mois non. Parce que j'ai dit, si j'en parle... Te faire voler ton idée. Oui, parce que je me disais, il y en a d'autres qui sont intelligents. C'est ça, ça va donner des cues à d'autres personnes, puis... Oui, ben c'est ça. Fait que je voulais pas me tire-toi pas dans le pied, Lynn. Fait que, non, je sais pas, mais j'étais vraiment certaine d'aboutir parce que je me disais, je suis faite sur mesure pour ce travail-là. Parce que quand arrivait une personne non-voyante, moi qui a déjà vu, qui a moins vu, qui a revu, puis qui voit pas, puis qui était capable de me mettre dans la peau de quelqu'un. D'être capable de ressentir un peu, puis de dire non, ça c'est trop difficile. On va adapter ça autrement. Ben, en tout cas, je pense qu'aujourd'hui, dans l'entrevue, il y a des gens qui vont pouvoir, là, des jeunes, là, qui vont pouvoir prendre exemple un peu sur des choses qui peuvent être faites, puis malgré les embûches, malgré les difficultés, pouvoir persévérer. Oui. Ben, je te remercie. Mais j'ai quand même eu une belle vie, moi. Oui. Mais j'avais une base solide. Oui, c'est important, mais c'est ça qui t'a donné la force de foncer. Oui, donc mes parents étaient là et je suis issue d'une famille qui était très solide, où il y a eu beaucoup de confiance, puis où il y a eu... on m'a laissé faire. On m'a... quand j'ai moins vu, je me souviens, mon père me disait, chez nous, on est 3. Fait qu'on arrive 3, on n'arrive pas 2. Qu'ils n'ont jamais été gênés de m'emmener, de me présenter, puis leur objectif, eux autres, c'était de m'accompagner jusqu'à l'âge adulte pour que je devienne autonome, puis ils disaient, tu vas être capable de te débrouiller toute seule. Ça fait que tu as eu les bons outils pour foncer puis persévérer. Oui. Et je pense que quand ils sont décédés avec la satisfaction du devoir accompli. Et c'est important, ça, quand même, d'avoir ça, parce que... Oui. Ah oui. On a l'impression d'avoir avancé puis d'avoir fait quelque chose de bien, quelque chose d'utile. Oui, et pour moi, ça a été tout un héritage. Ben, en tout cas, je te remercie beaucoup de l'avoir partagé avec nous, ton héritage aujourd'hui. Je pense que ça va être très bénéfique pour les gens qui vont nous écouter. Et puis, on te souhaite aussi de continuer à avoir des choses positives, puis des projets positifs aussi pour... moi, je me dis tout le temps que le meilleur est à venir. C'est une bonne devise, ça. Puis, parfois, je me suis fait souvent taquiner parce que quand on vient de Saint-Anne-de-Beaupré, on demande est-ce qu'il y a encore des miracles à Saint-Anne? Ah, ouais. Et moi, je disais, je ne sais pas, mais une fille de Saint-Anne, c'est capable de faire des miracles. Hey, j'adore ça. Oui. on va terminer là-dessus. Un gros merci. OK, merci beaucoup. Bye-bye. Ça m'a fait plaisir. Oui, moi aussi. Oui. C'était Connaissez-vous avec Martin Chouinard. Collaborateur bénévole. Présentatrice, Katia Darèche. Recherchiste, Pierre Saint-Onge. Montage, Frédéric Gauthier. Mise en ligne,
Stéphanie Carrasco. Musique, Stéphane Pilon. Pour toute question, commentaire ou si vous désirez écouter ou réécouter nos entrevues, visitez notre site web au www.martinchouinard.com. En terminant, il est important de prendre note que les opinions émises par les invités entendus dans ce balado leur appartiennent et ne reflètent pas nécessairement la pensée des collaborateurs de Connaissez-vous. À bientôt!